Salut Guillaume, bienvenue dans GM Web3. Merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux, pour commencer, nous raconter un petit peu ton parcours, qui tu es, pas ou quel âge tu as, est-ce que tu as fait des études voilà, parle-nous un Ok, petit peu de toi pour commencer si tu veux bien. ok. Du coup, un petit peu de moi. Donc, moi, je suis un profil plus matheux. Toutes mes études, c'était des maths et de l'info. Et je suis rentré assez tard, entre guillemets, dans le milieu blockchain, parce que de base, j'étais plus orienté maths phi classique ou la data, comme on appelle ça. Et j'ai pris un cours aux US, du coup à Stanford, pendant mon master, un cours de crypto donné par Dan Bonnet. Donc je sais pas si vous voyez qui c'est, c'est un cryptographe qui est très connu. Et il nous a fait un cours d'intro sur le fonctionnement d'une blockchain, plutôt haut niveau, on va dire. Et donc ça c'était une première partie, et une deuxième partie qui était sur les protocoles DeFi qui existaient à ce moment-là. Et à ce moment-là, c'était en 2020, fin 2020. Et donc, il nous a quand même parlé du coup de Uniswap, donc Uniswap V2 à ce moment-là. Uniswap V2, il nous a parlé de Maker, donc de stablecoin. Et il nous a parlé aussi de Money Market, donc c'était Compound plutôt à l'époque qui avait pris comme exemple. Et donc, c'était hyper avancé. Et en vrai, avec mon profil qui était très maths, théorie des jeux, ça m'a directement parlé. Tu abstrais en fait plein de couches, quoi, genre toute l'infra que moi je ne maîtrisais pas, je pouvais l'abstraire et juste me focus sur les éléments de théorie des jeux et de mettre un environnement pour que les utilisateurs interagissent de la bonne façon, on va dire, avec le protocole, avec les bonnes règles mises en place. Et donc moi, c'est complètement ça qui m'a attiré, quoi. C'est ce playground accessible et facilement déployable, quoi. Et du coup, j'étais pas tout seul à ce master. J'avais deux amis qui étaient aussi dans le même master et avec qui on avait fait nos études en France. Et du coup, c'est à partir de là, on s'est dit, c'est quand même hyper intéressant de construire sur la blockchain. Donc c'est moins forcément, je pense, pour la partie décentralisation, mais pour la partie construction sur une blockchain qui m'intéressait, qu'on s'est lancé dans ça. Et donc on a commencé à réfléchir à comment faire des stablecoins sur la blockchain, quoi. Et donc Ok. directement après les études, on a monté Angle. Mais donc tu fais tes études d'abord en France et ensuite tu pars faire une partie de tes études aux États-Unis, c'est ça le parcours? Ouais, c'est ça. Et après tu Du reviens en coup, France pour entreprendre. exactement. Ouais, Ok. c'est atypique ça. Normalement, Non, non, non. quand t'es aux Enfin, US, tu restes aux US. Mais en ouais, il ce y en moment, a oui, je qui suis plus restent, français. mais on en a beaucoup qui. Non, non. On a reçu pas mal dans l'émission qui nous expliquent avoir fait un passage aux États-Unis pour Mhm. une partie de leurs études et après, non, non, pas mal reviennent en France. Alors après, est-ce qu'ils vont Ok. rester en France? Ça, c'est un autre sujet. Parce que lorsqu'un projet devient intéressant là, il peut attirer effectivement des propositions de subventions aux États-Unis. Donc là, il y a des entrepreneurs qui repartent aux États-Unis ensuite pour avoir peut-être plus de moyens, plus de soutien, etc. Mais non, non, on a vu plusieurs fois un parcours un peu comme le tien. Alors c'est très cool, par contre, de passer quelques années aux États-Unis. De toute façon, on sait que les voyages forment la jeunesse, hein, je veux dire, on n'invente rien. Mais ok, trop cool. Et donc tu reviens. Là, t'as quel âge? Pour qu'on situe un peu. 29 ans. Ouais, et t'as fait quoi d'autre en fait avant de te lancer dans la blockchain? T'as fait d'autres boulots? Ah non, non, pas du tout. Bah, c'est pour ça, en fait, on l'a vraiment lancé. Donc, ça, c'était en 2020 ce cours. Et janvier 2021, on commence à réfléchir à faire un stablecoin euro. Donc, parce que on commençait à toucher un peu Là, à ce à de la moment-là, c'est DeFi. là où il y a, c'est là où il y a Lug qui se lance un peu Alors, je crois, c'est aux alentours de 2021 aussi, 2021, non? alors, ouais, mais un peu plus tard. Et j'avoue que Luc, j'en avais pas trop entendu parler à ce D'accord. moment-là. Alors Donc, on Lug, on avait pas rappelle, hein, mal. c'était une initiative qui était poussée par je crois, hein, Casino. par le groupe Casino, Ouais, c'est et ça. qui visait à créer
un stablecoin euro, mais derrière qui à terme devait donner lieu à un programme de fidélité dans toutes les enseignes du groupe Casino, donc Monoprix, tout ça. Et on a appris, juste pour que tout le monde suive un peu, récemment, là il y a quelques semaines, eh bien qu'ils arrêtaient l'émission du LUG. Et en gros, le projet s'arrête parce que ça intéresse personne les stablecoins euros. Voilà, clairement Bah, aujourd'hui. et aussi parce qu'en fait, Casino, ils sont en Et Casino est difficulté en financière, réduction. quoi. Ouais, c'est ça, ils sont à deux doigts de faire faillite. Non mais aussi C'est de surtout base. ça, hein, parce que Ah même ouais, leur partie. Ah, ouais. bah, en fait, je parlais avec un des cofondateurs de Lug, enfin celui qui a poussé Lug côté Casino, quoi. Donc il y a ça et la partie blockchain, pas seulement stablecoin. À un moment, c'est ce qui a drivé pas mal de profits chez Casino. Donc Ah d'accord, donc ça a rapporté un peu. Parce que moi je me ouais, rappelle, ouais. j'étais en contact avec Alban chez Lug, qui je crois n'est plus là-bas. Et Non. au départ en fait, et il cherchait justement des cas d'usage à son stablecoin et exercice très compliqué quoi, parce que aujourd'hui toute la DeFi, tout le trading crypto se fait en stablecoin dollar, et donc l'euro a beaucoup de mal à prendre des parts de marché. Enfin, je crois qu'ils ont peut-être 1% de parts de marché, je crois en Europe. Enfin Ouais. c'est dérisoire. En termes de market cap, c'est ça, ouais. C'est ça Ah les ouais ordres ouais de grandeur. et C'est alors que 1%, quoi. on en discutait avec de nombreux invités récemment, à quel point c'était extrêmement important de remettre l'euro au cœur de l'industrie des stablecoins pour des raisons de souveraineté, pour éviter Exactement. l'impérialisme américain. Alors on y reviendra, c'est sans doute des sujets qui te touchent également, mais en tout cas nous on a complètement raté le Le tournant, virage quoi. stablecoin pour plein de raisons. On y reviendra peut-être. Euh, Ap- Après, du coup, ouais, nous vas-y. vraiment vu qu'on parle de ça, allons-y directement, quoi. Donc Mais nous, non, justement, je voulais, si tu veux ah, bien, j'ai quelques petites questions pour cadrer un peu le truc, mais ok. voilà, dans tous les cas, je pense qu'on abordera tout. N'aie pas d'inquiétude. Donc, tu nous as parlé un peu de ton parcours personnel, académique, et donc au niveau professionnel, ouais. Donc en fait, dès que tu Ah, été sorti des moi études, j'ai connu que Hang. ok. Donc ça c'est, ok. T'as fait quand même des petits stages pendant tes Ouais, études. Dans quel secteur? C'était la finance, c'était de la tech, ouais. c'était quoi? C'était de la finance au début, donc parce qu'au début j'étais plus orienté vers des métiers financiers, quoi, mais donc toujours avec des maths. Vraiment moi le fil conducteur c'était des mathématiques derrière, quoi. Donc les premiers stages c'était en finance, mais bon rien de bien transcendant. Hmm. Et après j'ai eu un mélange de finance slash data, quoi. D'accord. Donc Ok. en mode machine learning, Ok. les autres mots clés, quoi. Je vois. Et alors, donc concrètement, euh, pour comprendre un petit peu l'idée, tu fais tu fais de la finance, tu fais des maths, tu fais du machine learning. Alors c'est comme ça qu'on appelait l'IA il y a 5-6 ans. Pourquoi tu t'es intéressé plutôt à la partie donc crypto, et là en l'occurrence clairement stablecoin, c'est voilà monnaie. Hein. Et, et tout un ensemble de problématiques, même réglementaires, sur le backing, etc. Pourquoi ça plutôt qu'autre chose? Bah, du coup, c'est vraiment ce que je disais au début, quoi. C'est que, donc, C'est il y a vraiment l'intervention du gars. C'est lui il t'a retourné en fait, complet. non, c'est pas qu'il m'a retourné complet, c'est qu'il il nous a juste ouvert, en fait, un champ des possibles que je ne connaissais pas et Mhm. qui était, genre, ça regroupait exactement tous les domaines que j'aimais, donc, des mathématiques, de la théorie des jeux que j'avais beaucoup fait aussi avant, mais surtout la possibilité d'exécution très rapide. Qui est que, contrairement à de la finance classique ou un truc de data, en général, c'est beaucoup moins accessible à des petites teams. Et donc, en gros, je retrouvais un peu les éléments des boîtes Web 2 dans les années 2000, où t'as pas besoin d'avoir une grosse team, t'as besoin d'avoir une petite team pour pouvoir exécuter très rapidement un produit. Et c'est ça qui était très attirant, c'est de se dire que bon, il y avait tous ces domaines-là que j'aimais, mais en plus, très peu de barrières à l'entrée. Et ce principe d'externaliser l'infrastructure à la blockchain, je trouvais ça super puissant et donc complètement convaincu, quoi. Ok, très bien. Alors, donc tu vas nous expliquer un petit peu c'est quoi Angle Protocol. Alors d'abord, est-ce que tu peux nous dire en une phrase, en deux phrases, rapidos,
pour quelqu'un qui comprend pas grand-chose. D'ailleurs, moi, je suis pas un spécialiste DeFi, donc je vais apprendre beaucoup de choses en t'écoutant. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est Angle Protocol? Alors Angle Protocol, c'est un protocole de stablecoin. Qu'est-ce que c'est un stablecoin? C'est répliquer une valeur, quelle que soit la valeur, de l'off-chain à de l'on-chain. Parce que l'on-chain, c'est un écosystème à part entière, donc ça n'a pas accès à des valeurs off-chain. Donc là, par exemple, nous, le premier truc qu'on a fait, c'est répliquer l'euro sur la blockchain. Donc on fait ça. On réplique des valeurs du marché traditionnel sur la blockchain. Ok, ça aujourd'hui, on peut le faire grâce à des oracles, aller chercher une data off-chain et la Oui, mais certifier. Voilà. Alors, quelle différence avec vous? c'est que quand tu vas chercher une valeur off-chain, juste avoir le prix de l'euro, tu ne Hein. peux pas le trader. Juste, tu sais que la valeur d'un euro, c'est Ok. Donc tant en toi, tu fais dollars. pas juste récupérer une donnée, tu la tokenises aussi, c'est ça? Exactement. C'est Ok. exactement ça. T'as compris mes questions, hein, j'y vais de façon itérative hein, pour être sûr que on comprenne bien. Et donc concrètement, donc vous avez développé donc un protocole donc qui est Mhm. décentralisé et sur lequel vous allez être capable de créer des stablecoins, c'est ça? Exactement. De créer, Euh, ouais. de créer des stablecoins et nous, vraiment, notre mot-clé, c'est que ça soit facilement translatable quoi. Donc c'est que ça marche pour l'euro, mais que ça marche pour du dollar, que ça marche pour de l'or, que ça marche pour n'importe quel type de valeur. Quoi. Et même pour Mais des valeurs non, bon ça serait un peu plus compliqué, non financières. Il y a un de mes cofondateurs qui adore à chaque fois prendre l'exemple de la température de Paris. Ça c'est censé être possible aussi, mais c'est moins direct. c'est-à-dire que alors, moi ce qui m'intéresse c'est d'essayer de voir comment vous vous positionnez parce que quand on entend stablecoin en général on pense à Circle, Tether, ok? Donc eux ce sont des Mhm. boîtes qui ont une réserve en En job, RWA, en bon du trésor, en actifs, en monnaie, bref, en or, je pense qu'ils ont dans leur réserve, en crypto aussi, etc. Bref, et à côté donc ils émettent en un pour un actif numérique qui est donc le stablecoin et qui ensuite sera voilà minté en fonction de la demande et qui sera utilisé sur les différents exchanges par les utilisateurs pour faire des transactions, etc., etc. Eux, c'est des émetteurs de stablecoin. Ok. oui. Toi, tu fais quelque chose de différent. C'est-à-dire que toi, tu crées un espèce Ouais. de truc qui permet à tout le monde de faire son stable. Enfin, j'essaie de comprendre un peu comment tu te La positionnes. différence, ouais. Ouais. Donc si on fait un peu d'historique, on va dire quand on a commencé à lancer donc en 2021, donc il y a les stablecoins centralisés et les stablecoins décentralisés. Les stablecoins centralisés, c'est comme Tether, Circle, donc USDC, USDT. Et donc eux, comme tu disais, en fait ils ont du collatéral qui est sur le marché financier traditionnel. Donc ils vont avoir des bank deposits, enfin des dépôts sur en simplifiant à la BNP quoi. BNP, Société Générale, etc. Nous, en fait, il n'y a aucun backing qui est directement, enfin supposément, qui est directement chez les comptes de la BNP. Et tout notre backing est représenté et tokenisé sur la blockchain. Donc ça veut dire que nous, nos dépôts, ils sont déjà tokenisés sur la blockchain. Et donc ils sont forcément tradables sur la blockchain. Après, du coup, donc c'est plus une vision, on va dire 2021. Après, il y a eu beaucoup de off-chain assets ou real world assets qui Donc sont c'est quoi vos arrivés. dépôts par exemple? Pardon, hein, mais pour Ouais. qu'on comprenne bien, vous vos dépôts, ils sont tokenisés. Ça veut dire quoi? Ça- C'est vous avez quoi par exemple vous comme collatéral? C'est quoi comme type d'actif? ouais. Du coup, bah ça va être là juste. Je vais d'abord reprendre avec le cas 2021. Après, on va aller Ok. plus loin, genre en 2024. 2021, c'était du DAI, du FEI, de l'USDC aussi, et et il y avait un peu d'Ether. Et en gros, donc là, tu vois, donc tous ces trucs-là sont tradables on-chain. Même si USDC, donc c'est pour ça que l'histoire de diviser entre centralisé et décentralisé en mode binaire, c'est une mauvaise chose à faire parce que c'est très peu souvent binaire. Et en fait, c'est tout un spectrum entre centralisé et décentralisé.
Et nous, du coup, donc avec l'USDC, même si on n'a pas que du collatéral complètement décentralisé, ça veut dire qu'il ne dépend pas d'off-chain, ça serait Ether, peut-être Rai du coup aussi. Il y en a très peu des collatéraux qui sont complètement décentralisés. Et donc du coup, nous, on a de l'USDC. Et donc en fait, c'est comme si on avait des dépôts de finances centralisées via le proxy Circle, quoi. Mais sauf que nous, à la différence de Circle, notre backing, donc nos collatéraux, sont tradables on-chain. Alors que Circle, tu peux pas trader les dépôts qu'ils ont fait à la Silicon Valley Bank là, en temps réel, quoi. Mais j'essaie de continuer de comprendre. Et alors, pardon hein, si mes Non, questions de béotien t'embêtent, mais pas du tout. les dépôts, ils vous appartiennent. Pourquoi on pourrait venir trader vos dépôts? Alors, Enfin, tu vois, ça pour moi, les effectivement. dépôts d'un émetteur de stablecoin, c'est sa sécurité à lui pour assurer le peg. Donc, pour le Oui, coup, pourquoi quelqu'un viendrait trader vos dépôts alors qu'ils viennent trader votre stablecoin, ok, ça c'est bon, mais pourquoi on mais viendrait trader vos dépôts? Mais parce qu'en fait, quand tu trades le stablecoin, donc Hmm. à la source, sur le marché primaire, donc toi, par exemple, tu veux avoir des USDA ou des EURA. On va prendre l'exemple des EURA comme ça, au moins, vu Donc ça, qu'on c'est était en vos deux marché européen. stablecoins du moment. Donc vous avez un stablecoin en dollars Exactement. et un stablecoin en euros. Voilà. Ouais. Donc très simple, EUR avec un A à la fin et USD avec un A à la fin. Donc l'EURA, c'est notre stablecoin euro. Donc quand toi, tu vas vouloir avoir un ARA, tu peux venir directement communiquer avec le protocole, donc le protocole Angle, et tu vas donner par exemple un ERC et tu vas recevoir un ARA. Et en fait, là, en réalité, derrière, tu trades les dépôts du stablecoin protocole. Parce que donc toi, tu vas déposer un ERC dans le treasury de Angle et tu vas recevoir un ARA. Et pareil, dans l'autre sens, si maintenant tu veux reprendre ton ERC, bah, tu vas venir échanger un EURA contre un ERC. Et donc là, en fait, tu vas Hmm. trader ce qu'il y a derrière toi. Alors Là, que c'est tu vois, clair. si tu fais ça avec Circle, la façon dont ça va être fait, c'est donc tu vas faire tu vas demander à recevoir un ERC. Tu vas devoir faire un transfert de ta banque vers Circle. Bon, sauf que là, je crois qu'ils prennent plus par les par le retail, quoi, mais c'est pas grave, on va faire avec cet exemple-là. Donc toi, tu vas dire, ok, je veux recevoir un ERC. Ils vont te demander de faire un transfert d'un euro de dépôt de ta banque vers leur compte à eux. Et donc tu vas pas vraiment directement trader eux sur leur compte. Ça va être un process multipartie entre toi, ta banque, Ok. la banque de Circle et Circle. Alors que là, toi, sur un truc décentralisé, tu touches directement Non, ouais. le collatéral Là, c'est qui est clair. derrière. Et donc là, pour le coup, ça permet aussi puisque tout est on-chain. Donc, mais alors, tout à l'heure, tu nous as dit que tout le backing chez vous, enfin, tout le collatéral n'était pas forcément off-chain, on-chain. Donc, ce que j'allais dire, c'est mieux votre solution parce qu'au moins, bah, tout est en ligne et donc on est sûr du proof of reserve, tu vois. Mais Exactement. en fait, tu me dis que non, il y a peut-être une partie de votre collatéral qui est pas on-chain ou j'ai En mal fait, compris. alors tout est on-chain, Ah, mais c'est pas forcément des trucs qui sont complètement déconnectés de la finance traditionnelle. Donc de nouveau avec l'exemple de ERC. Donc nous dans notre backing on a de l'ERC qui est un actif on-chain qui est représenté, qui est tokenisé sur la blockchain, mais qui en fait in fine ce sont des dépôts chez Circle. ok, donc indirectement, ok, d'accord, j'ai compris. Ok. Exactement. Mais donc Mais c'est quand même un improvement parce que, ben, comme tu le hmm, disais, t'as la preuve de réserve directement on-chain ouais, et c'est directement tradable. Donc en gros, il n'y a pas de moyen de censure de trader n'importe quel backing du protocole. Alors que ce n'est pas le cas. Imaginons, je dis en cas de, par exemple, quand il y a eu, je sais pas si vous avez suivi, mais en mars 2023, il y a eu donc SVB Silicon Valley Bank qui a fait faillite et Circle avait une partie de leur dépôt chez cette mhm. banque-là. Mais Et ça avait donc créé un dépeg un dépeg momentané. USDC, Hmm. exactement.
et surtout en fait un moment où tu pouvais plus interagir avec Circle parce qu'en fait il y avait une incertitude eux aussi de leur côté sur qu'est-ce qui allait se passer avec SVB. Et donc du coup tout était bloqué. Alors que Ouais. nous en fait à chaque instant il y a toujours un marché qui est là. En fait tu pourras toujours trader le backing derrière. Et après c'est toi comment tu estimes ce que vaut le backing derrière. Bon bah c'est toi qui fais ton choix. Mais en tout cas à tout instant tu peux interagir avec. Ok, c'est très clair. Vas-y, TX. Ouais, j'ai une question parce que je me dis du coup, c'est quoi? Est-ce qu'il y a que du ERC derrière le ERA? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Parce que sinon, c'est quoi l'intérêt d'avoir du ERA? Pourquoi est-ce que je j'irais pas directement avoir du ERC finalement, si le ERA Ouais. est juste un ERC Juste pour emballé, quoi. préciser, hein, l'ERC pour tout le monde, c'est le stablecoin euro de Circle. Donc c'est l'équivalent de l'USDC, mais en euros. Donc ERC. Voilà, juste pour être sûr que tout le monde a la ref. Vas-y Guillaume, je te laisse répondre. Ouais. Du coup, non, il n'y a pas que de l'ERC derrière. Effectivement, sinon, ça serait que un wrapper. Et encore, certains ne sont que des wrappers. Il y a quand même une utilité derrière parce que, en gros, Circle, c'est une force de distribution, mais après, sur tout ce qui est DeFi, c'est plus limité. Et donc, en gros, tu vas construire des produits par-dessus l'ERC. Mais du coup, nous, non, il n'y a pas que de l'ERC. Nous, la façon dont ça marche, c'est on veut avoir un yield complètement passif, mais tout en ayant un stablecoin hyper liquide. Et en fait, on utilise la liquidité de l'ERC. Donc, qu'est-ce que ça veut dire liquidité? Ça veut dire que facilement, tu peux passer de 1 ERA à 1 euro sur ton compte en banque. Et donc, en gros, nous, on va garder une réserve de l'ordre de 15% de ERC. Et le reste, ça va être réparti en achetant des bons du trésor. Donc des bons du trésor, en fait, c'est des prêts à l'État, quoi, qui rémunèrent. Donc c'est plutôt variable, mais assez constant. Donc c'est pas hyper volatile. Donc des bons du trésor et aussi des yields DeFi comme des money market. Money market, c'est Compound, AV, Morpho, Euler, etc. Et donc en gros, nous, notre but, c'est d'optimiser les trésoreries de Angle Protocol pour que le stablecoin soit liquide, qu'à tout instant, t'es 1 ARA, ça vaut 1 euro sur ton compte en banque, et que ça rapporte aussi du yield, mais un yield passif. Où donc t'as pas besoin de checker à chaque instant qu'est-ce qui se passe sur le protocole, est-ce qu'il y a trop de risques, est-ce qu'il n'y a pas trop de risques. Donc voilà, nous, notre narratif, c'est ça. C'est un truc liquide et qui reçoit un yield. Parce que toi, sur ton l'ERC, donc Circle, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont garder des dépôts, Alors, ils vont garder du cash. Ouais. justement, tu anticipes ma question d'après. Mais c'est très bien, ça fait une transition parfaite. On a compris un peu maintenant ce que vous faites chez Mhm. Angle Labs. Donc Angle Labs, c'est la boîte et Angle Protocol, c'est le produit. Hein, c'est ça, pour être sûr que Alors, ouais, non. Angle Protocol, c'est vraiment les smart contracts Ouais. on-chain. Et Angle Labs, c'est une boîte qui contribue à ce protocole. Mais n'importe quelle boîte pourrait contribuer à Angle Protocol. Et en Ok. gros, c'est juste qu'on est les plus actifs à développer des produits pour Angle Protocol. Ok, Bon, très clair. ça c'est un truc. Non, mais c'est intéressant quand même parce qu'il y a deux noms différents. C'est bien de savoir qui fait quoi. Bien. Donc tu commençais à parler justement de yield et donc en l'occurrence. Angle Labs utilise des dérivés pour stabiliser les stablecoins. Mais surtout, il y a un aspect particulier, c'est que vous offrez la possibilité de générer des revenus à travers les stablecoins. Donc, tu allais un petit peu nous expliquer. Effectivement, tu prenais l'exemple de USDC, USDT. Évidemment, les émetteurs de ces stablecoins se font des rendements massifs. Je veux dire, les revenus de Tether sont enfin, ils avaient été publiés récemment. C'est absolument énorme. Ils gagnent énormément d'oseille. Alors, ils ont plusieurs façons de monétiser. Hein. Dis-moi si je me trompe, mais ils ont évidemment, quand ils émettent des stablecoins, il y a des gens qui les achètent, donc ça crée potentiellement des frais d'émission ou ce genre de choses. Et puis à côté, ils ont
le backing, ce sont notamment des produits à rendement, donc ça peut être des bons du trésor, tout ça. Et ça, en fait, ce backing crée des revenus. Alors, Tether, lui, il garde ses revenus pour lui, il les redistribue pas aux détenteurs du stablecoin, tu vois. Donc voilà. Alors vous, si j'ai bien compris, détenir vos stables crée de façon native, on peut dire, un yield. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça et surtout, voilà, me corriger si j'ai fait des raccourcis. Mm. Euh, du coup, c'est complètement ça. Alors après, Circle et Tether, c'est pas au niveau de l'émission. Ils prennent pas forcément un frais au niveau de l'émission, mais exactement, c'est juste qu'ils vont garder en fait tous les revenus faits par leur treasury pour eux. Et donc la bonne stat, c'est que sur l'année passée, Tether, ça a fait plus d'argent que BlackRock en revenus. Donc ça donne un peu le principe, quoi. C'est énormément d'argent, je sais plus, c'est entre 3 et 4 milliards de revenus pour Tether. Donc c'est un très bon c'est un très bon modèle de boîte, ça c'est C'est sûr. plus que ça, c'est 6,2 milliards de À dollars en 6,2. 2023. Alors c'est du Ouais, chiffre d'affaires évidemment, hein. Après oui, derrière, c'est pas c'est du pas bénéfice, mais quand même. Et en comparaison avec BlackRock c'était 5,5 sur la même année. Donc effectivement, ouais, ça rapporte les stables. Et d'ailleurs, on voit de plus en plus de stables. On voit là, il y a Ripple qui lance son stable, etc. On en parlait la dernière fois dans l'émission. Ouais, en fait, ça attire évidemment. Bah, c'est normal. Vu que c'est une cash machine comme pas possible, bah, tout le monde a envie de faire son stable. Mais on en revient à Angle. Comment Mm. vous procédez? Du coup, nous, c'est un peu le même modèle. Donc à part que nous, c'est pas forcément que du bon du trésor ou des security off-chain. Donc comme je disais, il y a aussi des dépôts en DeFi, donc comme sur Morpho. Et donc en fait, nous, c'est au lieu de garder ces revenus pour le protocole, il y a 90%, mais ça peut bouger, ça peut être plus, ça peut être moins, 90% des revenus qui sont distribués aux détenteurs du stablecoin. Donc en réalité, il faut faire une petite opération en plus qui est juste dire je veux avoir accès au yield, et du coup vous allez recevoir un autre token. Mais oui, donc 90% qui sont distribués aux stablecoin holders de ces revenus. Et les 10 autres pourcents, ils sont gardés pour le protocole, Hmm. pour construire le treasury, pour avoir un fonds d'assurance s'il devait se passer quelque chose, quoi. Et donc, Ouais. en fait, c'est juste vraiment redistribuer une partie des revenus aux utilisateurs, et donc qui est un truc un peu classique, surtout en France où on rémunère très peu souvent les dépôts. Enfin, j'ai pas de stats sur le pourcentage de la population qui a un revenu sur leur dépôt, mais ça doit être très faible. Et donc nous, on veut faciliter cet accès-là. Et en plus, on se dit effectivement en France, vu que c'est très peu démocratisé, enfin je sais pas, mais moi je serais forcément intéressé par un produit où mes dépôts bancaires, c'est avec du 5% dessus, et je serais très content. Oui, Donc parce qu'aujourd'hui, c'est l'épargne qui est surtout rémunérée. Mais les dépôts, à part peut-être quelques comptes de trésorerie pour les entreprises, où là effectivement tu peux faire travailler un peu ta trésor, mais pour les particuliers, effectivement, c'est très très peu ouais. utilisé. Moi, je me rappelle, je viens du secteur de la banque assurance, hein, j'en parle souvent. Moi, j'avais des clients, ils me montraient leur relevé de compte, ils avaient 100 000 euros ou 150 000 euros sur leur compte courant. Donc dinguerie, parce que tu vois, ils se prennent Mmh. l'inflation complet dans la gueule, tu vois. Et évidemment, Mhm. le banquier, lui, il fait travailler ces 150 000 euros, tu vois, à côté, mais il en reverse que dalle aux clients. Donc voilà, donc, je te rejoins sur Et, le constat. et surtout, ça c'est un peu par rapport au sujet du début, c'est la façon dont c'est distribué. En fait, sur une blockchain, c'est quand même beaucoup plus efficace, dans le sens où souvent, même sur ces comptes épargne, il y a des principes de locking. Donc il y a des principes tu dois locker un certain capital pendant X temps pour recevoir tel rate. Et au plus tu dis que tu vas bloquer tes fonds pendant plus longtemps, au plus tu auras un rate un peu plus haut. Nous, ce qu'on offre, c'est un truc où tu gagnes à partir du moment où tu déposes ton argent. Et tu n'as pas de principe de locking, tu peux ressortir au bloc suivant, tu peux ressortir une minute après, tu peux ressortir un an après, etc., etc. Donc c'est vraiment
en fait, le fait d'uniformiser et de tous passer par une blockchain, c'est aussi beaucoup plus puissant dans la distribution du produit. Ok, très clair. Donc, j'avais une autre question, mais tiens, très bien, Philippe, merci, tu me sauves parce que j'ai oublié ma question. Vas-y, Philippe. Ouais, salut. Non, franchement, bravo, super projet. Moi, j'aime beaucoup l'idée. Je pense qu'il va falloir beaucoup plus d'acteurs comme ça, et ne pas centraliser tout ça sur quelques acteurs comme Circle ou quoi. Donc, en tout cas, bravo. C'est une montagne qui est devant vous, mais je pense que ça peut se monter et quand on est en haut, ça sera bien. C'est vraiment donc chapeau pour ça, d'essayer ça. Franchement, bravo. Ma question, alors je sais pas si ça viendra après une question de Jérém, mais c'est au niveau des régulations parce qu'on a vu quand même qu'il y avait quand même pas mal de régulations sur le fait qu'il fallait exposer les réserves sur plusieurs banques européennes, ce genre de choses. Comment vous comptez vous positionner à ce niveau-là, ou du moins comment comptez-vous vous préparer, et comment les discussions ont eu lieu, si jamais discussion il y a eu pour le moment, j'ose espérer, sur cette fraction de cette fractionnisation, je sais pas si c'est un mot français, de vos assets en fait, et sur comment les sécuriser en fait. Tu as parlé d'un fonds d'assurance qui va être mis en place probablement. Mais justement, je pense que c'est dans une vue complète, comment vous comptez vous positionner au niveau européen, au niveau mondial sur les régulations, et quel est le statut si possible? Ouais, du coup, très bonne question. Et donc là, c'est MiCA quoi. En fait, c'est une régulation qui est arrivée. Donc nous, on est proactif dans ça parce que genre c'est bien de grossir, mais si tu disregardes complètement, si tu prends pas en compte ton écosystème régulatoire, tu vas pas réussir à grossir. Donc nous non, on veut être compliant avec ça. Et donc là, avec MiCA V1, on avait fait un travail, on fait partie de la DAN qui est un lobby, on va dire, DeFi en France, pour être proactif dans ces discussions avec les gouvernements. Et donc là, dans la version 1 de MiCA, nous on est bon parce qu'on est un stablecoin décentralisé et donc pour l'instant il y a une exemption. Après il y a MiCA V2 qui va arriver dans les années à venir. Et donc là, cette exemption de DeFi, elle sera moins le cas. Mais donc pour l'instant, il y a très peu d'informations. On est toujours en discussion, mais il y a peu de leads, mais on va s'adapter à MiCA V2 quand ça va arriver. Parce que sinon tu pourras pas grossir. Et nous, on veut faire un stablecoin qui est scalable, et qui aura pas de limite et qui pourra être utilisable, quoi. Après, ouais, vas-y, excuse, peut-être si tu voulais dire un truc. Non, en fait, non, juste, je suis en train de lire un article qui a été fait il y a 4 heures sur Mika et les stablecoins, et je viens de lire un truc de dingue. C'est qu'en fait, en gros, hein, la banque autorité bancaire européenne a annoncé des normes techniques, dont certaines spécifiquement dédiées aux émetteurs de stablecoins. Et en fait, parmi ces règles, il y a donc le ratio de réserve de liquidité 1 pour 1, donc ça jusque là, ok, pas de problème. Réserve d'actifs sécurisés et isolés des autres avoirs de l'émetteur, bon ça c'est la ségrégation des comptes, donc ça aussi il y a pas de problème. Après il y a, ça j'ai lu, interdiction stricte des stablecoins algorithmiques qui reposent sur des mécanismes de stabilisation plus risqués et moins transparents. Donc typiquement Luna, mais Luna l'algorithme était évidemment pas fiable, on l'a vu, mais il y a d'autres stablecoins algorithmiques comme par exemple le DAI, il repose effectivement sur un algorithme. Ah, après pour le Non, coup ça va être moi je le mets pas du tout dans la catégorie algorithmique, et donc ça d'accord. c'est dans la dénomination de qu'est-ce qu'un stablecoin algorithmique pour ma part. Quand on dit stablecoin algorithmique, effectivement on pense à Luna, on pense à d'autres stables un peu Frax qui était aussi algorithmique, c'est avec du collatéral endogène. Donc du collatéral endogène, qu'est-ce que ça veut dire? C'est par exemple ton jeton de gouvernance qui est compté dans le backing, enfin dans tes Ah oui, réserves. d'accord, ok. Alors j'ai fait une erreur. DAI n'a rien à voir puisqu'il repose Non sur un mais backing, effectivement. c'est pas forcément une erreur, c'est comment on définit, tu vois. Et donc Ouais. là, effectivement, ça va être aussi nous notre rôle de de réussir à bien faire comprendre qu'est-ce qu'un stablecoin algorithmique et essayer de faire des rapprochements avec ce qui existe déjà. Donc faire comprendre qu'effectivement quand tu mets tes actions d'entreprise pour le backing, ça peut être considéré comme algorithmique. Après, un algorithme qui est de juste dire
je suis prêt à échanger un USDC contre un DAI ou un USDC contre un USDA, on peut argumenter que c'est un algorithme, enfin c'est un bout de code, mais bon ça c'est la blockchain quoi, c'est du code et donc c'est réussir à définir l'algorithmique et ça c'est notre travail aussi de bien faire comprendre ça aux régulateurs. C'est clair. C'est pas facile, mais c'est ce qu'on Donc fait. là, pour l'instant, pour résumer, Mika 1, vous n'êtes pas concerné parce que vous êtes décentralisé. Mika 2, il est forcément, ouais, je dis que vous n'êtes pas concerné, ça veut pas dire que vous prenez pas le point, hein. Mais en tout cas, pour l'instant, voilà, vous n'êtes pas concerné. Par contre, Mika 2, il y a des chances que ça va toucher aussi les stablecoins décentralisés. Et donc, vous anticipez, notamment grâce à la DAN, pour voilà anticiper, enfin peut-être faire de la vulgarisation, de l'éducation, un peu de lobbying, et faire en sorte que à ce moment-là, vous soyez dans les clous, quoi. Exactement. Ok. Et on a deux questions. Je vais les laisser les poser et puis n'oublie pas ce que tu voulais dire. Ça se trouve, ça va se mettre dans les questions des chroniqueurs. tiens, Maxime. Philippe, en fait. Mais c'est sur le fonds de réserve. Alors vas-y, fonds de réserve et après Maxime et TX. Vas-y. Tu as raison. Du coup, donc ouais, par rapport à l'assurance, là actuellement il y a 7 millions en fonds d'assurance, donc qui back les stablecoins en plus. 7 millions du coup sur 35 millions émis. Donc en termes de equity ratio, on est bien au-dessus de tout ce qui se fait à côté. Et ça c'est parce que en 2020 il y a une grosse croissance et donc on a pu accumuler pas mal de réserves. Donc là aussi à ce niveau-là on est très sûr. J'ai pas la bonne formulation. Mais c'est parce qu'on parle de over-collateralized, sur-collatéralisé. Donc vous avez un backing qui est supérieur à la valeur nette à un moment donné. Donc ça c'est vraiment la règle. Ouais, ça c'est hyper important. Et c'est aussi un autre truc de Mika, c'était une énorme règle où ils sont beaucoup plus demandeurs en equity pour les stablecoin issuers que ce qui se fait actuellement dans des fintech ou dans des banques quoi. Ils demandent une equity beaucoup plus grande par rapport à la dette émise. Et donc ça aussi c'est un truc aussi où on va devoir essayer de faire comprendre que c'est pas normal quoi, enfin on se rapproche de beaucoup de modèles de banques ou de fintech et que du coup ces niveaux d'equity ils sont pas tenables et ça serait juste fragiliser l'écosystème DeFi. Ce serait drôle si la BCE était overcapitalisée aussi. Quand elle émet de la monnaie. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Maxime. Pour le coup, elle est complètement undercollaterale. Mais non, mais c'est ça, évidemment. Mais de toute façon, ça c'est le principe même depuis la fin des accords de Bretton Woods. C'est que la monnaie aujourd'hui ne repose sur rien à part la confiance de ceux qui l'utilisent. Et alors que dans les stablecoins, on essaye quand même de le backer avec une valeur parce que justement on veut pas que vous soyez une banque centrale, on veut pas que vous créiez de la monnaie, on veut que vous en changiez potentiellement la forme, mais surtout on voudrait pas que vous en créiez et ça c'est plutôt sain pour l'économie. On n'a pas besoin de je pense que la BCE et la Fed font déjà le taf, on n'a pas besoin que vous y mettiez également. Maxime et après TX. Ouais, en tout cas très intéressant ces sujets de trésorerie et de surcollatéralisation. Moi j'ai une petite question plus par rapport à la distribution. J'ai eu la chance de parler un petit peu à un de tes associés, Pablo, il y a quelques temps, et c'est vrai que le gros point qui était ressorti, c'est qu'aujourd'hui, et on l'a mentionné tout à l'heure, il y a énormément de stablecoins qui arrivent, que ce soit AAV avec le Go, que ce soit le DAI, que ce soit PayPal, il y a énormément de stablecoins. Et ce qui va probablement faire la différence, c'est, j'imagine, la distribution. Pareil, on en voit aussi des choses un peu comme Ethena. Alors certains considèrent comme stablecoin, d'autres moins. Intéressant d'avoir ton point de vue aussi sur ça. Mais quel est votre strat d'un point de vue distribution? Parce que il me semble aujourd'hui, c'est quoi? C'est à peu près 23 au niveau supply. On est à quoi au market cap? 23 millions, c'est ça, sur l'USD? Sur l'USD, ouais, c'est ça. C'est 23 millions. Et quelle est la strat? Quelle est la strat pour aller chercher plus de volume et finalement toucher plus de gens avec? Alors juste, vu que j'aime bien le premier sujet, je vais juste d'abord répondre à ta première analogie pas analogie, mais sur le fait qu'il y a de plus en plus de stablecoins.
De nouveau, Alors les copains, juste pardon, je vous préviens. Ouais. Et vous savez que je vous adore, mais on a pris un peu de retard au tout début de l'émission et je peux pas malheureusement prendre de retard sur la suite de l'émission. Donc il nous reste exactement 10 minutes et moi j'ai encore 3 questions et je veux laisser TX poser la sienne et je veux évidemment laisser le temps à Guillaume de répondre à celle de Maxime. Donc est-ce que c'est possible, autant que faire se peut, de faire des réponses courtes pour qu'on puisse être sûr de ne passer à côté d'aucun sujet? S'il vous plaît. Merci beaucoup Guillaume. Ok. Juste du coup sur l'émission, enfin le nombre de stablecoins qui est en train de voir le jour, c'est vraiment le principe des bank deposits. En vrai, il y a déjà beaucoup de banques, il y a déjà beaucoup de formes de dollars, parce que donc la Société Générale a une forme de dollar, la BNP a une forme de dollar, le Crédit Agricole a une forme de dollar. Donc moi, en vrai, je vois pas du tout de contradiction avec ça. Ça va être vraiment la façon dont tu vas distribuer ton stablecoin, mais ça restera exactement la même chose. Donc je pense qu'il y aura beaucoup d'acteurs et ça sera très bien comme ça parce qu'il y aura différents styles de distribution, différents styles de treasury management, etc. Donc ça, je trouve pas que ce soit un problème. Et donc nous, sur notre effet différenciateur de comment on distribue, bah, c'est vraiment ce que je présentais tout à l'heure, quoi, qui était un accès gratuit, un accès sans locking et un truc qui effectivement te permet d'avoir un rendement passif. Donc ça, c'est court terme. Et donc là on focus beaucoup sur la distribution et sur montrer l'utilisation facile de notre stablecoin. Et ensuite, nous le gros focus qu'on fait là actuellement, c'est sur le forex. Actuellement, faire un swap euro-dollar, c'est pas facile on-chain. Et Donc nous, forex, on veut... c'est foreign exchange, donc c'est le marché des devises en fait. Exactement. Et du coup, nous on veut rendre ça plus commun. Et donc on passe beaucoup de temps à être ça. Et donc on va être le backing du forex on-chain. Donc ça aussi c'est un autre moyen de distribution. C'est un Donc autre vous allez moyen ajouter au dollar et à l'euro potentiellement le yen et d'autres monnaies pour permettre justement le forex, donc le trading de devises on-chain, c'est ça? Ouais, mais alors avant de Non? dire on rajoute d'autres monnaies, c'est vraiment le fait de rendre le swap euro-dollar, parce que là il y a nos deux stablecoins, Mhm. mais c'est pas parce que tu as les deux stablecoins que c'est très simple de passer de l'un à l'autre. Et donc en gros, Ah. nous on veut essayer d'améliorer l'expérience utilisateur pour passer de l'un à l'autre. Très clair. TX, non d'ailleurs rapidement parce qu'on parlait marché et haute stablecoin, réponse en 2 mots s'il te plaît et après TX. Nous on a reçu Pierre Persson il y a quelques mois de cela qui lance son stablecoin Usual. Il y a une différence entre vous deux? Et si oui, laquelle la majeure? Ouais, la majeure, c'est que du coup, eux, c'est un stablecoin à la Circle Tether. Donc le backing s'est fait sur du off-chain, alors que nous, c'est plus dans la partie décentralisée, on va dire. D'accord. Donc il y a un point commun, c'est qu'ils redistribuent du yield sur la base des Mhm, revenus générés par leur backing. Donc ça c'est un peu la mhm. philosophie commune. En revanche, son backing à lui, enfin à eux, on va dire, est off-chain, alors que le vôtre est on-chain. Donc Exactement. ça change rien. Enfin ça change rien. Ça vient pas empiéter sur vos plates-bandes en termes de proposition de valeur. Très clair. TX. C'est pas vraiment une question, plus une remarque, et c'est un peu dans la suite de ce que disait Maxime, c'est qu'il y a de plus en plus de stablecoins qui se lancent sur le marché. On l'a dit juste avant, il en a cité plusieurs. Et que en fait, bah, d'un côté, je trouve que c'est quelque chose qui est très intéressant parce que ça fournit des cas d'usage, c'est-à-dire que ça peut attirer des gens, ça peut attirer des rendements, mais en même temps, je suis un peu partagé. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est qu'on vend ça comme des stablecoins et que stablecoin, bah, ça paraît très sûr, tu vois, c'est un peu bah, comme de l'USDT, c'est-à-dire c'est du dollar directement sur la blockchain. Alors qu'en fait, quand on creuse un peu derrière, c'est pas des stablecoins, c'est des produits d'épargne décentralisés. Et ça implique des risques. Et je sais que Angle n'est en aucun point similaire à Luna, mais au final, c'est un peu ce qui était arrivé à Luna, c'est-à-dire que les gens se disaient ah bah tiens c'est un stablecoin et en plus on peut avoir des rendements. On sait tous aujourd'hui que c'était des faux rendements, mais c'est un peu ce problème de distinction entre un stablecoin et même si il faudrait définir ce qu'est un stablecoin et un produit d'épargne qui a fait qu'on est quand même arrivé à cette situation-là il y a 2 ans. Donc moi c'est On Alors, un peu laisse ma répondre
Mais merci Ouais, beaucoup, c'est intéressant et on laisse Guillaume répondre là-dessus. ouais. Alors du coup, juste petite précision. Donc il y a un stablecoin et un produit d'épargne sur Angle. C'est pas vraiment la même chose. Donc il y a les deux. Donc je suis d'accord que c'est pas la même chose. Par contre, après, tu vois, sur le principe de la comparaison à Luna, le problème, c'est pas l'épargne en soi, c'est le backing. Et donc, c'est vraiment genre le treasury management de Luna. Et donc, et là aussi où je suis d'accord, et là, Maxime, il en parlait tout à l'heure avec Ethena. Ethena, pour moi aussi, c'est beaucoup plus une stratégie tokenisée qu'un stablecoin. Et la différence pour moi entre un stablecoin et une stratégie tokenisée comme Ethena, c'est le backing de la stratégie. Et donc là, en fait, nous sur Angle, t'as un système beaucoup plus proche de ce que fait les banques. C'est des produits très passifs. Donc l'histoire des bons du trésor, des bons du trésor et l'équivalent en DeFi qui sont les money markets. Et donc t'essayes d'être en fait au niveau du curseur risque, t'essayes d'être le plus bas possible. Et donc c'est l'histoire d'être le truc le plus passif possible. Et c'est là la différence pour moi. C'est pour ça que en termes de risque, tu vois, genre le défaut d'un pays pour rembourser sa dette ou quoi, c'est quand même dans le risque le plus faible parce que juste de toute façon ils pourront émettre de la monnaie. Après ça ferait beaucoup d'inflation, ça très bien, mais t'es toujours au niveau de 1 euro, ça reste 1 euro quoi. Ok, très clair, mais intéressant évidemment ce point. Et d'ailleurs, on en revient à l'histoire de Ethena. Certains disent c'est pas un stablecoin, c'est un produit financier. D'ailleurs, quelle est ton opinion là-dessus? Bah du coup c'est vraiment ça ce que je viens de dire, c'est que c'est plus une stratégie par rapport au backing derrière quoi. Au backing derrière, effectivement le backing derrière c'est pas du cash et des bons du trésor, c'est une stratégie delta neutral sur des sexes. Et donc c'est pour ça que moi je catégorise moins en stablecoin. Ça te tokenise une stratégie, mais c'est moins un stablecoin. Ok. Tiens, dernière petite question rapidos, mais peut-être je me trompe, mais je crois pas. Vous avez levé des fonds auprès de Andreessen Horowitz de A16Z, qui est un des plus gros fonds de la Silicon Valley. Et le professeur dont tu m'as parlé et qui t'a vraiment mis un pied dans la blockchain, il est advisor dans ce fonds-là. Il y a un lien ou pas du Ouais, tout? ouais, il y a un lien. Du coup, donc Tu peux nous raconter un peu et derrière évidemment nous expliquer avec ce que tu as levé, enfin qu'est-ce que ça t'apporte en termes de développement et d'expansion du projet? ok. Du coup, donc pendant le cours, en fait, il y avait des intervenants et il y avait des intervenants, entre autres de Andreessen Horowitz. Donc c'est comme ça qu'on a eu leur contact pour notre levée en mai 2021. Et il y avait des intervenants aussi de Paradigm, des intervenants de une boîte d'avocats, enfin donc des intervenants d'acteurs blockchain variés. Donc c'est pour ça que ça nous a aidé, ça nous a aidé à avoir un email à qui envoyer quand on a commencé à se mettre à 100% sur le projet. Et après donc quand on est rentré en discussion avec eux, c'était plus pour avoir des feedbacks. Et quand on a levé avec eux, donc qu'est-ce que ça t'apporte, on va pas se la cacher, c'est beaucoup de marketing. C'est le fait d'avoir, c'est du branding quoi, c'est le fait d'avoir un gros dos, donc Andreessen Horowitz dans ton dans ta levée de fonds. Et aussi, mais je pense que quand même dans une moindre mesure, c'est des corps de métier que tu vas pas forcément avoir dans une petite structure, dans une startup. Par exemple des legal advice, une équipe marketing, une équipe security. Et donc en gros, tu peux leur envoyer différentes questions. Après, c'est pas ça qui va faire que tu vas réussir ou pas. C'est plus la qualité de ta team, mais ça te permet de nouveau d'outsourcer des compétences que tu n'aurais pas forcément besoin d'avoir dans ta startup quoi. Merci beaucoup Guillaume.